Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Noah sur Mer ici à La Rochelle. Une émission consacrée à l'observation, l'étude et la sauvegarde de la mégafaune marine. Et oui, depuis plus de 50 ans, l'Observatoire Pélagis, un institut scientifique, suit l'état des populations de mammifères marins, d'oiseaux de mer et d'autres grands animaux qui peuplent nos océans. C'est ça, des données qui permettent de répondre à des enjeux de société, comme par exemple les échouages successifs sur nos côtes de grands mammifères marins que tout le monde observe depuis quelques années. Sur l'île d'Oléron, l'île de Ré et même jusqu'à la plage de Chef de Baie à La Rochelle, c'est un échouage massif de dauphins sur notre littoral. Un spectacle désolant pour les promeneurs, comme ici au Bois-Plage. Le dauphin, c'est toujours des images de vacances, flippant le dauphin et tout ça, donc c'est assez attachant comme animal. C'est très, très, très triste, oui. Le réseau national d'échouage vient réaliser les premiers examens sur le terrain. Jean-Roch Mélin a reçu 15 signalements rien que pour l'île de Ré. Là, on a eu un coup de tempête, fort coup de vent, de la houle qui est importante. Et donc, ça a ramené en 72 heures énormément de carcasses du large. Et l'origine des décès fait peu de doute. On voit une marque d'un filet. Pélagis, sur tous les cadavres frais qui s'examinent, ils sont à peu près à 90% avec des marques certaines de pêche. Entre 5 et 10 000 dauphins meurent ainsi chaque année dans le golfe de Gascogne, alors que les effectifs sont estimés à 200 000. Il y a donc danger selon les associations environnementales. Sur une population de dauphins qui est évaluée entre 180 et 250 000 sur le golfe de Gascogne, il faut poser que la pérennité, la viabilité de cette population est en jeu. Pour lutter contre les captures accidentelles, les navires de pêche sont équipés de répulsifs sonores, également de caméras embarquées. Mais selon les associations, il n'y a qu'une seule solution valable pour protéger les dauphins. C'est les arrêts spatio-temporels, c'est-à-dire arrêter la pêche à certaines périodes, dans certains lieux. Et aujourd'hui, si on ne fait pas ça, c'est la population des dauphins, la viabilité qui est en jeu. Aujourd'hui, les services techniques des communes concernées par les échouages sont venus récupérer les cadavres. Certains seront analysés à La Rochelle, les autres partiront à l'équarrissage. Là, on est dans le laboratoire de Pélagis et il faut s'équiper parce qu'on va aller faire l'autopsie d'un dauphin qui a été retrouvé sur les plages. Aïe. Alors, il y a où le deuxième pied? Il y a quelqu'un? Salut Guillaume, ça va? Sarah? On peut encore, tant qu'on a les gants. Oui, bonjour. Cécile, ça va? Bon. Toi, tu es vétérinaire donc pour Pélagis. Toi, tu fais partie de l'équipe échouage. D'accord. Et donc là, qu'est-ce qu'on a comme spécimen aujourd'hui? 2 dauphins communs. D'accord. Récupérés il y a plusieurs jours, là, donc ils sont plus très très frais. On va voir ce qu'on est capable de faire sur eux. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ils sont morts, ils se sont échoués, c'est ça? Tout à fait. Comprendre ça et puis aussi évaluer leur état de santé. Tu me montres? Ouais, Allez. c'est parti. Hop là. Là, la première chose qu'on va faire, c'est de remplir une fiche échouage avec des données un peu standardisées. Et notamment, on prend toutes les mesures de l'animal. 202. Ça veut dire que c'est un adulte de mètre 2? Oui, tout à fait. 147,5. Là, en l'état, tu sais pas dire ce qui leur est arrivé? Non. Sur une première observation comme ça? Non, physique? alors parfois sur l'examen externe, déjà, on a des premiers indices sur la cause de la mort. Quand on voit un animal qui est en très mauvaise condition corporelle, par exemple, on peut assez vite imaginer qu'il est en mauvais état de santé. Voilà, ouais. tout à fait, avec un état pathologique plutôt chronique, du coup. 16 cm. Oui, donc je te disais, pour les traces de capture, effectivement, il y a certains animaux qui présentent des traces très évidentes de contact avec des filets. Il y a aussi certainement des animaux qui meurent d'arrêt cardiaque. Le dauphin commun, c'est des animaux qui sont assez fragiles, qui stressent assez rapidement. On le sait notamment dans le cadre des échouages d'animaux vivants, où en fait les animaux, dès qu'ils sont manipulés, ils stressent un peu, ils font un arrêt cardiaque. Donc on suppose que c'est aussi le cas pour certains animaux qui se capturent, qui stressent et qui du coup font un arrêt avant même d'être asphyxiés. 59. Ok. Ici j'ai possiblement une petite ligne, si tu peux nous la prendre aussi. Ouais. Ok. Hop. Et tu parlais, donc Sarah, d'autres causes de mortalité?
Tout à fait. Donc, une fois qu'on a exclu les pathologies, on a d'autres causes aussi traumatiques qui peuvent être, par exemple, des interactions entre animaux de la même espèce ou d'autres espèces. D'accord. Notamment, ce qu'on a déjà rencontré à plusieurs reprises, c'est des bleus et blancs ou des marsouins qui se font attaquer par des grands dauphins. Mathis, est-ce que tu peux noter? C'est bon? Donc j'ai 13 en dorsale, 12 en latéral. C'est justement votre mission, c'est comprendre, savoir où en sont les populations, avoir une politique même de soutien, de mission auprès des élus. Tout ça sert à ça, en fait, tout ce que vous faites? Tout à fait. En fait, j'imagine qu'ils vous en reparleront. Pélagis, on a 2 dispositifs de suivi des mammifères marins. Donc le dispositif des échouages avec le réseau national échouage qui est coordonné par Pélagis et qui permet donc de récolter des données à partir de tous les animaux échoués. Alors on récolte des données effectivement sur les causes de la mort, mais pas que. On a aussi des données sur l'état sanitaire des animaux. Sur leur régime alimentaire, ça nous donne aussi des données de démographie de la population. Poumons, le cœur caché entre les poumons, le diaphragme qui vient séparer la cavité thoracique de la cavité abdominale, le foie, les compartiments gastriques, donc estomac, la rate. À partir de là, on a la masse intestinale qui va jusqu'au bout. Je m'éloigne un peu parce que malgré le masque, l'odeur, oui, mais en fait, un environnement. Le masque, il couvre pas du tout des odeurs. Ouais, je m'en rends compte là. Donc toi, tu vas faire des premières analyses, enfin des premières observations, et ensuite tout ça part au labo pour être un peu fouillé un peu plus profondément. Tout à fait. Alors, quand on a des animaux très frais, on envoie tout en laboratoire parce qu'on arrive à avoir vraiment beaucoup d'informations. Là, malheureusement, l'animal est déjà assez décomposé. Sur la séreuse, il y a des plages de coloration plus rouges, mais ça, c'est vraiment lié à la décomposition. Donc, on va quand même pouvoir faire tout un tas d'analyses, notamment chercher la présence de contaminants, le régime alimentaire. Ok, bah écoute, on te laisse continuer, puis on va aller au labo avec Olivier. Ça marche. Laurie, on sort de l'isotopie. Là, on va vers une autre spécificité. C'est ça. C'est quoi? L'écologie alimentaire. Donc moi, du coup, je travaille sur le régime alimentaire des phoques. Ouais. Donc là, on va rentrer dans le labo. Et donc moi, pour ça, je regarde les crottes de phoques qu'on ramasse sur la plage ou les reposoirs. D'accord, bon, on y va. Mais là, il y a plein de monde. Il y a crottes de phoque et aussi de dauphins. Et après, il y a le contenu stomacal des dauphins, oui. Ok, parfait. Avec Margot. On y va. Bonjour, mesdames. Bonjour. Alors ici, ce labo, on analyse les crottes, en fait. C'est un labo qui nous sert à analyser les crottes de phoques qui sont donc récupérées sur la plage ou le contenu stomacal des dauphins échoués le long des côtes du golfe de Gascogne notamment. Dans ce labo-là, en fait, on va récupérer le contenu stomacal ou les crottes et trier en fait ce qu'on y retrouve dedans. Là, c'est ce que fait. C'est ce que fait Margot. Ouais. Donc, elle va trier en fait les pièces dures qui sont digérées moins facilement et qui sont donc retrouvées dans les contenus stomacaux. Alors, ces pièces dures, c'est quoi ? C'est des morceaux d'arêtes de poisson, par exemple. Ouais. Alors ça renseigne quoi, l'alimentation? C'est les zones de chasse, de pêche des mammifères? Tout à fait, puisqu'on va avoir des poissons plutôt côtiers ou des poissons du large qui vont être mangés par les dauphins. On va également pouvoir suivre dans le temps l'évolution de leur alimentation, notamment dans le contexte des captures accidentelles. Alors vas-y,
C'est-à-dire que dans le cadre des captures accidentelles, ce qui se passe souvent, c'est que les dauphins ont leur contenu stomacal qui est plein. Donc, ça veut dire on soupçonne qu'il y a une capture, en tout cas, qui se fait lors de leur phase d'alimentation. Ou ils viennent peut-être manger dans les filets? Ils viennent manger dans les filets ou en tout cas sur des proies en fait, qui sont soit également chassées par les poissons ciblés par les pêcheurs ou directement ciblés par les pêcheurs. Donc ça donne des infos. Ça nous donne des informations en tout cas sur le lien entre alimentation du dauphin et capture accidentelle potentielle. Les mécanismes qui conduisent en tout cas à la capture de dauphins. Vas-y. Comme les captures accidentelles ont beaucoup augmenté ces dernières années, ce qui est intéressant, c'est de suivre l'évolution du régime alimentaire, voir s'il a évolué également et s'il peut expliquer, en partie en tout cas, l'évolution des captures. Il y a des premiers résultats. On peut avoir une photographie de cette chose-là? Oui, tout à fait. Dans le cadre du projet Delmoge, notamment, qui a lieu actuellement, il y a des premiers résultats sur ça. Donc, depuis 20 ans, en fait, qu'on suit l'alimentation des dauphins dans le golfe de Gascogne. Leur alimentation, globalement, elle n'a pas changé sur les proies principales. C'est toujours des petits poissons pélagiques de type sardine anchois qui constituent la majeure partie de leur alimentation. Mais on remarque des changements en fait, dans les espèces secondaires, pas principales, avec notamment une apparition d'espèces plus côtières ou plus benthiques, c'est-à-dire plus proches du fond, qu'on avait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on avait plutôt des poissons, dans les espèces secondaires, des poissons du large comme le merlan bleu. Voilà. Alors que là, on va retrouver des espèces un peu plus côtières comme le sprat. Ce qui explique qu'ils sont plus près des côtes Ce qui pourrait en tout cas expliquer en partie les observations qui sont faites par les survols aériens d'un rapprochement des dauphins proches des côtes qui suivent tout simplement leur proie. Oui, mais justement, il y a 2 ans, je te coupe. Il y a 2 ans, nous avons fait un reportage justement avec les survols aériens dans le golfe de Gascogne, réalisé par Pélagis. Dernier vol de campagne. 3 mois d'opération, 200 000 photos prises au-dessus du golfe de Gascogne. Hop, à droite, c'est un goéland immature en vol. L'avion, c'est vraiment optimum pour ça parce qu'on va pouvoir aller découvrir tous les animaux et dans quelles conditions. On va essayer d'estimer leur nombre. Une mouette en vol. Une moitrieuse même. L'objectif est d'identifier les espèces, observer aussi s'il y a eu des changements dans la distribution des animaux. Dans les bureaux de Pélagis à La Rochelle, toutes les données sont passées au crible par rapport à la dernière campagne. Alors les points bleus, c'est les dauphins, les points verts, les marsouins, et tout ce qui est coloré, c'est les autres espèces. Il semblerait qu'il y a eu des déplacements de population en fait, de dauphins communs, des changements de distribution qui fait que les dauphins occupent beaucoup plus aujourd'hui le plateau du golfe de Gascogne, peut-être qu'ils ne l'occupaient il y a une dizaine d'années. Le traitement des photos permet d'identifier précisément les espèces car même à faible altitude, l'observation est souvent difficile. Ce qui m'a le plus étonné, c'est la diversité d'espèces qu'on a aussi proche des côtes. Et, on a beaucoup d'espèces de dauphins et de baleines aussi et c'est hyper cool. Oiseaux marins, mammifères, le golfe de Gascogne est l'un des endroits où la densité d'animaux vivants est la plus forte et où la mortalité aussi a beaucoup augmenté. Il y a une dizaine d'années, à effort d'observation égal, en fait, on avait observé 2-3 carcasses de petits cétacés à la dérive, au large, alors que cette année, quand même, on en a observé plus de 30, 33 je crois, aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire qu'on a observé à peu près 10 fois plus de carcasses qui flottent en mer. Ça, ce sont les premiers résultats d'une campagne qui a duré tout l'hiver. Des dizaines de milliers de données sont en cours de traitement pour une vraie photographie du suivi aérien de la mégafaune marine. Bonjour. Tanguy Skozek, enchanté. Bonjour. Ça s'est bien passé ce vol? Très bien, on a eu des bonnes conditions. On a vu dans le reportage, c'est une campagne qui dure sur plusieurs années, ou en tout cas qui est renouvelée sur plusieurs espaces. Et donc, depuis cet avion, la collecte se fait comment? Alors, c'est des photos, c'est des... C'est des observateurs qui sont dans les hublots. Tu vois, les hublots, ils sont un peu déformés. Ça nous permet de bien mettre la tête à l'intérieur, de voir sous l'avion. Ouais. Donc, on observe visuellement. Et puis, il y a une troisième personne qui va faire la collecte de données sur l'ordinateur automatiquement pour simplifier les choses. L'intérêt, justement, d'avoir ces campagnes qui se renouvellent d'année en année, c'est que finalement, vous avez du recul
Et vous pouvez faire des comparaisons, c'est ça? Ouais, en fait, le protocole qu'on applique, on applique toujours le même, qu'on soit en Méditerranée, en Outre-mer, à des petites échelles ici, comme quand on fait les vols pour le parc, à des grandes échelles de la Manche ou du golfe de Gascogne. On travaille toujours de la même façon, donc c'est hyper standardisé, on peut comparer toutes ces zones-là ensemble. Alors on a forcément des biais, parce qu'il y a des animaux qui passent du temps sous l'eau, des animaux qu'on ne va pas bien voir ou autres, mais ces biais, on les a de façon homogène et après on peut corriger et pouvoir comparer, ça c'est le gros avantage. La tendance, on l'a entendu par ailleurs, c'est que les dauphins et les grands cétacés, les grands mammifères se rapprochent des côtes. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes? Pas grands cétacés, baleines, tout ça, ça va plutôt rester au large. Baleines, elles vont être sur des zones profondes au large. Cachalot, pareil, sur les zones de tombants où ils chassent du calmar. Et par contre, ouais, sur les dauphins, principalement dauphins communs, on a les animaux qui se rapprochent, qui se dispersent en fait. D'accord. Ce qu'on a constaté en 10 ans, c'est des groupes plus petits. Ouais. Mais un peu partout. D'accord, alors pourquoi? A priori pour chercher de la nourriture? Ouais, a priori le premier réflexe ou question qu'on se dit, hypothèse, ça va être de se dire ils se mettent à des plus petits groupes pour chasser parce que finalement il y a moins de proies à chasser. Soit il y a un changement de proie aussi et du coup des techniques de chasse qui sont différentes. Soit des proies qui sont plus les mêmes cibles, enfin chacun ne cible pas la même proie. Ça, on n'a pas encore bien la réponse. Et avec un peu de temps d'intégration sur les données d'échouage et les estomacs et les suivis de ce que les animaux ont mangé, qu'on va pouvoir avoir un petit peu de recul. Les interactions avec les humains, avec les activités humaines, la pêche, c'est des choses qu'on observe aussi quand on est à bord d'un avion comme ça? Oui, c'est des choses qu'on observe. Et alors là, on est très contents, c'est que sur les 2 plans de vol qu'on a fait au début du mois, on n'a pas eu de capture, mais c'était pendant la fermeture. On n'a pas eu de carcasse à la dérive. C'était pendant la fermeture de la pêche, donc on a eu beaucoup de dauphins et pas de cadavres, donc ça c'était chouette. Et là aujourd'hui on a volé, on a eu quand même un peu moins de dauphins, mais des dauphins et pas de carcasse, donc ça pour nous c'est chouette aussi parce qu'il y a eu des années où on envoyait par vol, on envoyait 4-5. Bon, justement, cet arrêt spatio-temporel de la pêche dans le golfe de Gascogne, c'est la 2e saison que c'est en cours et ça vient de se terminer et on a eu un premier comptage, une première estimation des effets de cet arrêt de la pêche. Bateau à quai, pas grand monde en mer aujourd'hui. 25 fileyeurs et chalutiers, ici dans le port de la Cotinière, sont à l'arrêt pour 1 mois. C'est le cas de ce patron pêcheur. Encore une fois, on subit. On subit de plein fouet, surtout sur une période où, pour nous, c'est les périodes essentielles de l'année pour pouvoir voir venir les périodes difficiles. Et quand on les a pas à la fin de l'année, ça s'en ressent fortement. L'indemnisation ne couvre pas ce qu'on aurait fait initialement, ça c'est certain. Pour la 2e année consécutive, à la même période, les navires qui pratiquent la pêche au filet et le pélagique vont être indemnisés à hauteur de 80% de leur chiffre d'affaires, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans la filière. Tous les emplois indirects, près d'1 millier ici. En première ligne, la criée. En 2024, cet arrêt spatio-temporel lui a coûté 1,5 million d'euros de son chiffre d'affaires. Il n'y aura plus de ventes l'après-midi à l'exception du vendredi après-midi. Ce sera que des ventes, parce qu'on a 2 ventes par jour actuellement. On n'aura plus que des ventes le matin pour essayer de massifier et que les transporteurs et les mareyeurs puissent s'approvisionner. Parce qu'il y a encore d'autres bateaux qui font à peu près 70% du chiffre d'affaires qui vont encore en mer. La mortalité liée aux captures accidentelles de dauphins a enregistré une baisse en 2024. 1450 individus. On en comptait en moyenne 6100 les années précédentes. Dire que cette année, ça a fonctionné. Peut-être d'ailleurs, ça a fonctionné pas uniquement à cause de la fermeture, aussi par l'équipement des bateaux, par des changements de certaines pratiques de pêche, peut-être par des dauphins qui étaient moins présents. L'intérêt sera de voir aussi cette année, est-ce qu'on a le même signal et la même efficacité ou une image qui pourrait être aussi différente. Cette estimation reste donc à confirmer. Une chose est sûre, 500 navires de pêche sont concernés dans le golfe de Gascogne, là où s'opère cet arrêt spatio-temporel. Ils pourront reprendre le large le 20 février prochain. Hélène, tu es ingénieure de recherche à Pélagis. Là, les pêcheurs ont repris la mer. Ce break d'1 mois, il est vraiment utile pour les marsouins, les dauphins? Alors, c'est toujours compliqué d'évaluer vraiment l'efficacité date à date finalement d'un hiver par rapport à un autre. Ce qu'on a quand même constaté l'année dernière, parce qu'on a déjà quand même une année de recul,
c'est que la proportion d'animaux échoués avec des traces de capture avait beaucoup diminué. C'est l'objectif, hein, ce sont ceux capturés. Voilà, exactement. Parce que finalement, un échouage, c'est uniquement un animal qui meurt en mer, qui dérive et qui joint la côte. Donc ça peut être n'importe quelle cause de mort. Ouais. On l'a vu tout à l'heure au moment de l'autopsie. Ouais. Voilà, et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de réduire la part des animaux morts en mer par capture. C'est la deuxième année qu'il y a une coupure d'un mois de pêche. Cette année encore, ça a été profitable pour les animaux marins? C'est un peu tôt, hein, parce que finalement la pêche a rouvert il y a peu de temps. Il va nous falloir un petit peu de temps, le temps de bancariser les données, de tout valider, parce qu'il y a quand même un processus rigoureux d'analyse et de validation des données. Parce qu'il y a de l'enjeu, le sujet peut être polémique. Il faut toujours être rigoureux, de toute façon. Mais c'est vrai que sur un sujet pareil, vaut mieux quoi. De toute façon, voilà, exactement, il faut. Donc c'est pour ça qu'on se prononce pas forcément trop tôt, parce qu'on veut vraiment attendre d'avoir toutes les données, de pouvoir vraiment faire un bilan complet et pas d'être sur des hypothèses qui peuvent être un peu lourdes de sens. Alors en revanche, l'année dernière, on n'était pas sur des hypothèses, puisque ça fait déjà une année. L'année dernière, quel est le bilan tiré de ce mois? Ouais, alors l'année dernière, ce qu'on a constaté, c'est que finalement, à l'échelle de tout l'hiver, il y a quand même eu un nombre important d'échouages. On a eu quasiment 900 échouages. Par contre, ce qui est important, c'est la proportion d'animaux échoués avec traces de capture qui a beaucoup diminué. Alors, elle avait un peu diminué avant la fermeture, elle a beaucoup diminué pendant et à nouveau après. Donc, ça nous fait dire qu'il y a probablement deux éléments. L'efficacité de la fermeture, qui clairement a largement réduit les animaux capturés pendant la fermeture, mais peut-être aussi des changements de distribution des dauphins, de pratiques de pêche avant et après la fermeture, qui fait qu'à l'échelle globale de l'hiver, on a une estimation de 1450 captures, là où les années précédentes, on était plutôt entre 5 et 10 000. Observatoire Pélagis, bonjour. Oui, tout à fait, vous avez fait le bon numéro. Donc Willy, là on est en train d'assister à une des missions premières de Pélagis. Oui, là c'est le bureau qui recueille en fait tous les signalements qui sont faits par des observateurs, des promeneurs, la police, gendarmerie, enfin voilà, tout signalement arrive ici sur ce standard. Et là, donc Fabien est en train de relever toutes les informations que l'observateur peut donner concernant un signalement d'échouage. Toi, tu fais partie de ce réseau national échouage que dirige Pélagis depuis de nombreuses années maintenant. Ça sert à quoi? Alors ça sert à quoi? Ça sert à renseigner en fait justement tous ces signalements d'animaux afin que toutes les personnes qu'on a habilitées tout au long du littoral puissent aller examiner tous ces animaux qui nous sont signalés. À partir de là, oui. Fabien, justement, là, tu peux nous dire un petit peu les éléments que tu as recueillis, c'était quoi? Là, en fait, j'ai un particulier qui m'appelle, qui me signale un dauphin qui ferait dans les 2,50 m, 3 mètres, qui est échoué à Tré-les-Vernes. En Côte d'Armor, je t'ai entendu dire. Ouais. Donc voilà, face à un parking environ à 150 mètres. Donc moi, j'ai pris les différents éléments. Il va se passer quoi à partir de là? Là, j'ai demandé les photos, donc c'est comme ça que j'ai réussi à identifier que c'était un dauphin de ruisseau en bon état de conservation. Ouais. Donc là, je vais contacter la mairie, plus particulièrement les services techniques, pour qu'ils aillent évacuer cette carcasse de la plage, en fait, et nous la mettre en centre de dépôt, où on va envoyer des membres du réseau national échouage faire un examen. Là, ça ne s'arrête pas. Voilà. Et il va justement être mobilisé là des compétences particulières. Comme c'est une espèce rare, on met toujours un niveau de compétence supérieur. Là, en plus, il est frais, donc il va pouvoir y avoir une autopsie complète et donc des prélèvements complémentaires. Ça fait 50 ans que Pélagis existe. À quoi ça sert? Qu'est-ce qui ressort de ces décennies de travail? Eh bien, c'est établir l'état de santé. On a différents règlements, soit nationaux, soit communautaires, auxquels on doit répondre sur l'état de santé des populations et sur le bon état écologique. Et donc ça, c'est des éléments que l'État nous demande de remplir. On est missionné par l'État pour faire ces actions et de rendre compte de l'état de santé des populations, et notamment des pressions qui peuvent s'exercer sur ces animaux, notamment des pressions qui sont liées à des activités humaines, et pour lesquelles il faut donner des informations de niveau, on va dire, de gravité ou d'importance, pour que puissent être prises des décisions qui permettent de gérer et de maintenir ces populations en bon état de conservation. C'est unique en Europe, un institut comme celui-ci, ou il y en a d'autres? Les modèles sont complètement différents. Il n'y a pas de structuration en fait internationale d'unité comme celle-ci. Nous, on a un modèle qui est très particulier, qui est venu de l'associatif, qui
garde un réseau de sciences participatives, qui est quand même un outil assez formidable, humainement parlant. Et puis dans la qualité des données qu'il rencontre, on n'a pas d'équivalent en fait dans d'autres pays. Messieurs, c'est la fin de l'émission, je me permets de vous couper. Merci de nous avoir reçus ici à Pélagis. Et puis nous, on va se retrouver le mois prochain pour parler plongée sur la base fédérale d'Andaille. Allez, bye bye. Salut.